et de la nuit par Guy de Maupassant. L'ivrogne. Le vent du nord soufflait en tempête, emportant par le ciel d'énormes nuages d'hiver, lourds et noirs, qui jetaient en passant sur la terre des averses furieuses. La mer des montées mugissait et secouait la côte, précipitant sur le rivage des vagues énormes, lentes et baveuses, qui s'écroulaient avec des détonations d'artillerie. Elles s'en venaient tout doucement, l'une après l'autre, hautes comme des montagnes, éparpillant dans l'air sous les rafales l'écume blanche de leurs têtes, ainsi qu'une sueur de monstres. L'ouragan s'engouffrait dans le petit vallon d'Yport, sifflait et gémissait, arrachant les ardoises des toits, brisant les auvents, abattant les cheminées, lançant dans les rues de telles poussées de vent qu'on ne pouvait marcher qu'en se tenant au mur, et que les enfants eussent été enlevés comme des feuilles et jetés dans les champs par-dessus les maisons. On avait halé les barques de pêche jusqu'au pays, par crainte de la mer qui allait balayer la plage à marée pleine. Et quelques matelots, cachés derrière le ventre rond des embarcations couchées sur le flanc, regardaient cette colère du ciel et de l'eau. Puis ils s'en allaient peu à peu, car la nuit tombait sur la tempête, enveloppant d'ombre l'océan affolé, et tout le fracas des éléments en furie. Des hommes restaient encore, les mains dans les poches, le dos rond sous les bourrasques, le bonnet de laine enfoncé jusqu'aux yeux, deux grands pêcheurs normands, au collier de barbe rude, à la peau brûlée par les rafales salées du large, aux yeux bleus, piqués d'un grain noir au milieu, ces yeux perçants des marins qui voient au bout de l'horizon, comme un oiseau de proie. Un d'eux disait « Allons, viens-t'en, Jérémie, j'allons passer le temps au domino, c'est Mé qui paye. » L'autre hésitait encore, tenté par le jeu et l'eau-de-vie, sachant bien qu'il allait encore s'ivrogner s'il entrait chez Paumelle, retenu aussi par l'idée de sa femme restée toute seule dans sa masure. Il demanda « On dirait que t'as fait une gageure de me saouler tous les soirs. Dis, mais qu'est-ce que ça te rapporte ? Puisque tu payes toujours. » Et il riait tout de même à l'idée de toute cette eau de vie bue aux frais d'un autre. Il riait d'un rire content de Normand en bénéfice. Mathurin, son camarade, le tirait toujours par le bras. « Allons, viens-t'en, Jérémie. C'est pas un soir à rentrer sans rien de chaud dans le ventre. Qu'est-ce que tu crains ? Ta femme va-t-il pas bassiner ton lit ?» Jérémie répondait. « L'autre soir, que je n'ai point pu retrouver la porte, qu'on m'a quasiment repêché dans le ruisseau de devant chez nous. » Et il riait encore à se souvenir de Pochard, et il allait tout doucement vers le café de Paumelle, dont la vitre illuminée brillait. Il allait, tiré par Mathurin et poussé par le vent, incapable de résister à ces deux forces. La salle basse était pleine de matelots, de fumée et de cris. Tous ces hommes, vêtus de laine, les coudes sur la table, vociféraient pour se faire entendre. Plus il entrait de buveurs, plus il fallait hurler dans le vacarme des voix et des dominos, taper sur le marbre, histoire de faire plus de bruit encore. Jérémie et Mathurin allèrent s'asseoir dans un coin et commencèrent une partie, et les petits verres disparaissaient, l'un après l'autre, dans la profondeur de leur gorge. Puis ils jouèrent d'autres parties, burent d'autres petits verres. Mathurin versait toujours, en clignant de l'œil au patron, un gros homme aussi rouge que du feu et qui rigolait, comme s'il eût su quelque longue farce. Et Jérémie engloutissait l'alcool, balançait sa tête, poussait des rires pareils à des rugissements en regardant son compère d'un air hébété et content. Tous les clients s'en allaient, et à chaque fois que l'un d'eux ouvrait la porte du dehors pour partir, un coup de vent entrait dans le café, remuait en tempête la lourde fumée des pipes, balançait les lampes au bout de leurs chaînettes et faisait vaciller leurs flammes. Et on entendait tout à coup le choc profond d'une vague s'écroulant et le mugissement de la bourrasque. Jérémie, le col desserré, prenait des poses de soulard, une jambe étendue, un bras tombant, et de l'autre main il tenait ses dominos. Il restait seul maintenant avec le patron, qui s'était approché, plein d'intérêt. Il demanda « Eh bien, Jérémie, ça va-t-il à l'intérieur ? Es-tu rafraîchi à force de t'arroser ?» Et Jérémie bredouilla « Plus qu'il en coule, pas qu'il fait sec là-dedans. » Le cafetier regardait Mathurin d'un air finaud. Il dit « Et ton frais, Mathurin, où est-ce qu'il est cette heure ?» Le marin eut un rire muet. « Il est au chaud, t'inquiète pas. » Et tous deux regardèrent Jérémie, qui posait triomphalement le double 6 en annonçant
V'là le syndic. Quand ils eurent achevé la partie, le patron déclara: Vous savez, mes gars, mais je vais me mettre au portefeuille. Je vous laisse une lampe et pile litre. Il y en a pour 20 sous à bord. Tu fermeras la porte au dehors, Mathurin, et tu glisseras la clé sous l'auvent, comme t'as fait l'autre nuit. Mathurin répliqua: T'inquiète pas, c'est compris. Paumelle serra la main de ses deux clients tardifs et monta lourdement son escalier en bois. Pendant quelques minutes, son pesant pas résonna dans la petite maison. Puis un lourd craquement révéla qu'il venait de se mettre au lit. Les deux hommes continuèrent à jouer. De temps en temps, une rage plus forte de l'ouragan secouait la porte, faisait trembler les murs, et les deux buveurs levaient la tête comme si quelqu'un allait entrer. Puis, Mathurin prenait le litre et remplissait le verre de Jérémie. Mais soudain, l'horloge suspendue sur le comptoir sonna minuit. Son timbre enroué ressemblait à un choc de casserole, et les coups vibraient longtemps, avec une sonorité de ferraille. Mathurin aussitôt se leva, comme un matelot dont le quart est fini. « Allons, Jérémie, faut décaniller. » L'autre se remit en mouvement avec plus de peine, prit son aplomb en s'appuyant à la table. Puis il gagna la porte et l'ouvrit pendant que son compagnon éteignait la lampe. Lorsqu'ils furent dans la rue, Mathurin ferma la boutique, puis il dit: « Allons, bonsoir, à demain !» Et il disparut dans les ténèbres. Jérémie fit 3 pas, puis oscilla, étendit les mains, rencontra un mur qui le soutint debout et se remit en marche en trébuchant. Par moments, une bourrasque s'engouffrant dans la rue étroite le lançait en avant, le faisait courir quelques pas. Puis quand la violence de la trombe cessait, il s'arrêtait net, ayant perdu son pousseur, et il se remettait à vaciller sur ses jambes capricieuses d'ivrogne. Il allait, d'instinct, vers sa demeure, comme les oiseaux vont au nid. Enfin, il reconnut sa porte et il se mit à la tâter pour découvrir la serrure et placer la clé dedans. Il ne trouvait pas le trou, et jurait à mi-voix. Alors il tapa dessus à coups de poing, appelant sa femme pour qu'elle vînt l'aider. « Mélina! Hé! Mélina !» Comme il s'appuyait contre le battant pour ne point tomber, il céda, s'ouvrit, et Jérémie, perdant son appui, entra chez lui en s'écroulant, alla rouler sur le nez au milieu de son logis, et il sentit que quelque chose de lourd lui passait sur le corps, puis s'enfuyait dans la nuit. Il ne bougeait plus. Ahuri de peur, éperdu, dans une épouvante du diable, des revenants de toutes les choses mystérieuses des ténèbres. Et il attendit longtemps, sans oser faire un mouvement. Mais comme il vit que rien ne remuait plus, un peu de raison lui revint, de la raison trouble de Pochard. Et il s'assit, tout doucement. Il attendit encore longtemps, et s'enhardissant enfin, il prononça: « Mélina !» Sa femme ne répondit pas. Alors tout d'un coup, un doute traversa sa cervelle obscurcie. Un doute indécis, un soupçon vague. Il ne bougeait point. Il restait là, assis par terre dans le noir, cherchant ses idées, s'accrochant à des réflexions incomplètes et trébuchantes comme ses pieds. Il demanda de nouveau: « Dis-moi qui que c'était, Mélina. Dis-moi qui que c'était. Je te ferai rien. » Il attendit. Aucune voix ne s'éleva dans l'ombre. Il résonnait tout haut, maintenant. « Je suis Stibu, tout de même. Je suis Stibu. C'est lui qui m'a boissonné coma. Su maintenant, c'est lui, pour que je rentre point. Monsieur Tibu. » Et il reprenait. « Dis-moi qui que c'était, Mélina, ou je vas faire quelque malheur. » Après avoir attendu de nouveau, il continuait, avec une logique lente et obstinée d'homme soûl. « C'est lui qui m'a retenu chez ce fainéant de Paumelle, et ils autres soirs et tout, pour que je rentre point. C'est quelque complice. Ah, charogne !» Lentement, il se mit sur les genoux. Une colère sourde le gagnait, se mêlant à la fermentation des boissons. Et il répéta: « Dis-moi qui que c'était, Mélina, ou je vas cogner, je te préviens. » Il était debout maintenant, frémissant d'une colère foudroyante, comme si l'alcool qu'il avait au corps se fût enflammé dans ses veines. Il fit un pas, heurta une chaise, la saisit, marcha encore, rencontra le lit, le palpa, et sentit dedans le corps chaud de sa femme. Alors, affolé de rage, il grogna: « Ah, t'étais là, saleté, et tu ne répondais point !» Et levant la chaise qu'il tenait dans sa poigne robuste de matelot,
Il l'abattit devant lui, avec une furie exaspérée. Un cri jaillit de la couche, un cri éperdu, déchirant. Alors, il se mit à frapper comme un batteur dans une grange. Et rien bientôt ne remua plus. La chaise s'envolait en morceaux. Mais un pied lui restait à la main, et il tapait toujours, en haletant. Puis soudain, il s'arrêta pour demander. « Diras-tu qui que c'était, à cette heure ?» Mélina ne répondit pas. Alors, rompu de fatigue, abruti par sa violence, il se rassit par terre, s'allongea et s'endormit. Quand le jour parut, un voisin, voyant sa porte ouverte, entra. Il aperçut Jérémie qui ronflait sur le sol, où gisaient les débris d'une chaise, et dans le lit, une bouillie de chair et de sang. Une vendetta. La veuve de Paolo Saverini habitait seule avec son fils une petite maison pauvre sur les remparts de Bonifacio. La ville, bâtie sur une avancée de la montagne, suspendue même par place au-dessus de la mer, regarde, par-dessus le détroit hérissé d'écueils, la côte plus basse de la Sardaigne. À ses pieds, de l'autre côté, la contournant presque entièrement, une coupure de la falaise qui ressemble à un gigantesque corridor lui sert de port, amène jusqu'aux premières maisons, après un long circuit entre deux murailles abruptes, les petits bateaux pêcheurs italiens ou sardes, et chaque quinzaine, le vieux vapeur poussif qui fait le service d'Ajaccio. Sur la montagne blanche, le tas de maisons pose une tache plus blanche encore. Elles ont l'air de nids d'oiseaux sauvages, accrochés ainsi sur ce roc, dominant ce passage terrible où ne s'aventurent guère les navires. Le vent, sans repos, fatigue la mer, fatigue la côte nue, rongée par lui à peine vêtue d'herbe. Il s'engouffre dans le détroit, dont il ravage les deux bords. Les traînées d'écume pâle, accrochées aux pointes des innombrables rocs qui percent partout les vagues, ont l'air de lambeaux de toile flottants et palpitants à la surface de l'eau. La maison de la veuve Saverini, soudée au bord même de la falaise, ouvrait ses trois fenêtres sur cet horizon sauvage et désolé. Elle vivait là, seule, avec son fils Antoine et leur chienne sémillante, grande bête maigre, aux poils longs et rudes, de la race des gardeurs de troupeaux. Elle servait au jeune homme pour chasser. Un soir, après une dispute, Antoine Saverini fut tué traîtreusement, d'un coup de couteau, par Nicolas Ravolatti, qui la nuit même gagna la Sardaigne. Quand la vieille reçut le corps de son enfant, que des passants lui rapportèrent, elle ne pleura point, mais elle demeura longtemps immobile à le regarder. Puis, étendant sa main ridée sur le cadavre, elle lui promit la vendetta. Elle ne voulut point qu'on restât avec elle, et elle s'enferma auprès du corps avec la chienne qui hurlait. Elle hurlait, cette bête, d'une façon continue, debout au pied du lit, la tête tendue vers son maître et la queue serrée entre les pattes. Elle ne bougeait pas plus que la mère, qui, penchée maintenant sur le corps, l'œil fixe, pleurait de grosses larmes muettes en le contemplant. Le jeune homme, sur le dos, vêtu de sa veste de gros drap troué et déchiré à la poitrine, semblait dormir, mais il avait du sang partout. Sur la chemise arrachée pour les premiers soins, sur son gilet, sur sa culotte, sur la face, sur les mains. Des caillots de sang s'étaient figés dans sa barbe et dans ses cheveux. La vieille mère se mit à lui parler. Au bruit de cette voix, la chienne se tut. « Va, va, tu seras vengé, mon petit, mon garçon, mon pauvre enfant. Dors, dors, tu seras vengé, entends-tu ? C'est la mère qui te le promet, et elle tient toujours sa parole, la mère, tu le sais bien. » Et lentement, elle se pencha vers lui, collant ses lèvres froides sur les lèvres mortes. Alors, sémillante se remit à gémir. Elle poussait une longue plainte monotone, déchirante, horrible. Elles restèrent là toutes les deux, la femme et la bête, jusqu'au matin. Antoine Saverini fut enterré le lendemain, et bientôt, on ne parla plus de lui dans Bonifacio. Il n'avait laissé ni frère ni proche cousin. Aucun homme n'était là pour poursuivre la vendetta. Seule la mère y pensait, la vieille.
De l'autre côté du détroit, elle voyait du matin au soir un gros point blanc sur la côte. C'est un petit village sarde, Longosardo, où se réfugient les bandits corses traqués de trop près. Ils peuplent presque seuls ce hameau, en face des côtes de leur patrie, et ils attendent là le moment de revenir, de retourner au maquis. C'est dans ce village, elle le savait, que s'était réfugié Nicolas Ravolati. Toute seule, tout le long du jour, assise à sa fenêtre, elle regardait là-bas en songeant à la vengeance. Comment ferait-elle sans personne, infirme, si près de la mort? Mais elle avait promis. Elle avait juré sur son cadavre. Elle ne pouvait oublier. Elle ne pouvait attendre. Que ferait-elle? Elle ne dormait plus la nuit. Elle n'avait plus ni repos ni apaisement. Elle cherchait, obstinée. La chienne à ses pieds sommeillait, et parfois, levant la tête, hurlait au loin. Depuis que son maître n'était plus là, elle hurlait souvent ainsi, comme si elle l'eût appelé, comme si son âme de bête, inconsolable, eût aussi gardé le souvenir que rien n'efface. Or, une nuit, comme Sémillante se remettait à gémir, la mère tout à coup eut une idée de sauvage vindicatif et féroce. Elle la médita jusqu'au matin. Puis levée dès les approches du jour, elle se rendit à l'église. Elle pria, prosternée sur le pavé, abattue devant Dieu, le suppliant de l'aider, de la soutenir, de donner à son pauvre corps usé la force qu'il lui fallait pour venger le fils. Puis elle rentra. Elle avait dans sa cour un ancien baril défoncé, qui recueillait l'eau des gouttières. Elle le renversa, le vida, l'assujettit contre le sol avec des pieux et des pierres. Puis elle enchaîna Sémillante à cette niche, et elle rentra. Elle marchait maintenant sans repos, dans sa chambre, l'œil fixé toujours sur la côte de Sardaigne. Il était là-bas, l'assassin. La chienne, tout le jour et toute la nuit, hurla. La vieille, au matin, lui porta de l'eau dans une jatte, mais rien de plus. Pas de soupe, pas de pain. La journée encore s'écoula. Sémillante, exténuée, dormait. Le lendemain, elle avait les yeux luisants, le poil hérissé, et elle tirait éperdument sur sa chaîne. La vieille ne lui donna encore rien à manger. La bête, devenue furieuse, aboyait d'une voix rauque. La nuit encore se passa. Alors, au jour levé, la mère Saverini alla chez le voisin, prier qu'on lui donnât 2 bottes de paille. Elle prit de vieilles hardes qu'avait portées autrefois son mari, et les bourra de fourrage pour simuler un corps humain. Ayant piqué un bâton dans le sol, devant la niche de Sémillante, elle noua dessus ce mannequin, qui semblait ainsi se tenir debout, puis elle figura la tête au moyen d'un paquet de vieux linge. La chienne, surprise, regardait cet homme de paille et se taisait, bien que dévorée de faim. Alors la vieille alla acheter chez le charcutier un long morceau de boudin noir. Rentrée chez elle, elle alluma un feu de bois dans sa cour auprès de la niche et fit griller son boudin. Sémillante, affolée, bondissait, écumait, les yeux fixés sur le grill dont le fumet lui entrait au ventre. Puis la mère fit de cette bouillie fumante une cravate à l'homme de paille. Elle la lui ficela longtemps autour du cou, comme pour la lui entrer dedans. Quand ce fut fini, elle déchaîna la chienne. D'un saut formidable, la bête atteignit la gorge du mannequin, et les pattes sur les épaules, se mit à la déchirer. Elle retombait un morceau de sa proie à la gueule, puis s'élançait de nouveau, enfonçait ses crocs dans les cordes, arrachait chaque parcelle de nourriture, retombait encore, et rebondissait, acharnée. Elle enlevait le visage par grands coups de dents, mettait en lambeaux le col entier. La vieille, immobile et muette, regardait, l'œil allumé. Puis elle renchaîna sa bête, la fit encore jeûner 2 jours, et recommença cet étrange exercice. Pendant 3 mois, elle l'habitua à cette sorte de lutte, à ce repas conquis à coups de crocs. Elle ne l'enchaînait plus maintenant, mais elle la lançait d'un geste sur le mannequin. Elle lui avait appris à le déchirer, à le dévorer, sans même qu'aucune nourriture fût cachée en sa gorge. Elle lui donnait ensuite, comme récompense, le boudin grillé pour elle. Dès qu'elle apercevait l'homme, Sémillante frémissait, puis tournait les yeux vers sa maîtresse qui lui criait « Va !» d'une voix sifflante, en levant le doigt. Quand elle jugea le temps venu,
La mère Saverini alla se confesser et communia un dimanche matin avec une ferveur extatique. Puis, ayant revêtu des habits de mâle, semblable à un vieux pauvre déguenillé, elle fit marcher avec un pêcheur de sardes qui la conduisit, accompagnée de sa chienne, de l'autre côté du détroit. Elle avait, dans un sac de toile, un grand morceau de boudin. Sémillante jeûnait depuis 2 jours. La vieille femme, à tout moment, lui faisait sentir la nourriture odorante et l'excitait. Elles entrèrent dans Longossardo. La Corse allait en boitillant. Elle se présenta chez un boulanger et demanda la demeure de Nicolas Ravolatti. Il avait repris son ancien métier, celui de menuisier. Il travaillait seul au fond de sa boutique. La vieille poussa la porte et l'appela. « Hé, Nicolas !» Il se tourna. Alors, lâchant sa chienne, elle cria. « Va, va, dévore, dévore !» L'animal, affolé, s'élança, saisit la gorge. L'homme étendit les bras, l'étreignit, roula par terre. Pendant quelques secondes, il se tordit, battant le sol de ses pieds. Puis il demeura immobile, pendant que Sémillante lui fouillait le cou, qu'elle arrachait par lambeaux. 2 voisins, assis sur leur porte, se rappelèrent parfaitement avoir vu sortir un vieux pauvre avec un chien noir efflanqué, qui mangeait, tout en marchant, quelque chose de brun que lui donnait son maître. La vieille, le soir, était rentrée chez elle. Elle dormit bien cette nuit-là. Coco. Dans tout le pays environnant, on appelait la ferme des Lucas la métairie. On aurait su dire pourquoi. Les paysans, sans doute, attachaient à ce mot métairie une idée de richesse et de grandeur, car cette ferme était assurément la plus vaste, la plus opulente et la plus ordonnée de la contrée. La cour immense, entourée de 5 rangs d'arbres magnifiques pour abriter contre le vent violent de la plaine les pommiers trapus et délicats, enfermait de longs bâtiments couverts en tuiles pour conserver les fourrages et les grains, de belles étables bâties en silex, des écuries pour 30 chevaux, et une maison d'habitation en briques rouges qui ressemblait à un petit château. Les fumiers étaient bien tenus, les chiens de garde habitaient en des niches, un peuple de volailles circulait dans l'herbe haute. Chaque midi, 15 personnes, maîtres, valets et servantes, prenaient place autour de la longue table de cuisine où fumait la soupe dans un vase de faïence à fleurs bleues. Les bêtes, chevaux, vaches, porcs et moutons, étaient grasses, soignées et propres, et maître Lucas, un grand homme qui prenait du ventre, faisait sa ronde 3 fois par jour, veillant sur tout et pensant à tout. On conservait par charité, dans le fond de l'écurie, un très vieux cheval blanc que la maîtresse voulait nourrir jusqu'à sa mort naturelle, parce qu'elle l'avait élevé, gardé toujours, et qu'il lui rappelait des souvenirs. Un goujat de 15 ans, nommé Isidore Duval et appelé plus simplement Zidore, prenait soin de cet invalide, lui donnait pendant l'hiver sa mesure d'avoine et son fourrage, et devait aller 4 fois par jour en été, le déplacer dans la côte où on l'attachait, afin qu'il eût en abondance de l'herbe fraîche. L'animal, presque perclus, levait avec peine ses jambes lourdes, grosses des genoux et enflées au-dessus des sabots. Ses poils, qu'on n'étriait plus jamais, avaient l'air de cheveux blancs, et des cils très longs donnaient à ses yeux un air triste. Quand Zidore le menait à l'herbe, il lui fallait tirer sur la corde, tant la bête allait lentement. Et le gars, courbé, haletant, jurait contre elle, s'exaspérant d'avoir à soigner cette vieille rosse. Les gens de la ferme, voyant cette colère du goujat contre Coco, s'en amusaient, parlaient sans cesse du cheval à Zidore pour exaspérer le gamin. Ses camarades le plaisantaient. On l'appelait dans le village Coco Zidore. Le gars rageait, sentant naître en lui le désir de se venger du cheval. C'était un maigre enfant haut sur jambes, très sale, coiffé de cheveux épais, durs et hérissés. Il semblait stupide, parlait en bégayant, avec une peine infinie, comme si les idées n'eussent pu se former dans son âme épaisse de brute. Depuis longtemps déjà, il s'étonnait qu'on gardât Coco, s'indignant de voir perdre du bien pour cette bête inutile. Du moment qu'elle ne travaillait plus, il lui semblait injuste de la nourrir. Il lui semblait révoltant de gaspiller de l'avoine qui coûtait si cher, pour se bider paralysé. Et souvent même, malgré les ordres de maître Lucas,
Il économisait sur la nourriture du cheval, ne lui versant qu'une demi-mesure, ménageant sa litière et son foin. Et une haine grandissait en son esprit confus d'enfant, une haine de paysans rapaces, de paysans sournois, féroces, brutales et lâches. Lorsque revint l'été, il lui fallut aller remuer la bête dans sa côte. C'était loin. Le goujat, plus furieux chaque matin, partait de son pas lourd à travers les blés. Les hommes qui travaillaient dans les terres lui criaient par plaisanterie. « Hé, Zidore, tu feras mes compliments à Coco !» Il ne répondait point. Mais il cassait en passant une baguette dans une haie, et dès qu'il avait déplacé l'attache du vieux cheval, il le laissait se remettre à brouter. Puis, approchant traîtreusement, il lui cinglait les jarrets. L'animal essayait de fuir, de ruer, d'échapper au cou, et il tournait au bout de sa corde comme s'il eût été enfermé dans une piste. Et le gars le frappait avec rage, courant derrière, acharné, les dents serrées par la colère. Puis il s'en allait lentement, sans se retourner, tandis que le cheval le regardait partir de son œil de vieux, les côtes saillantes, essoufflé d'avoir trotté. Et il ne rebaissait vers l'herbe sa tête osseuse et blanche qu'après avoir vu disparaître au loin la blouse bleue du jeune paysan. Comme les nuits étaient chaudes, on laissait maintenant Coco coucher dehors, là-bas, au bord de la ravine, derrière le bois. Zidore seul allait le voir. L'enfant s'amusait encore à lui jeter des pierres. Il s'asseyait à 10 pas de lui, sur un talus, et il restait là une demi-heure, lançant de temps en temps un caillou tranchant au bidet, qui demeurait debout, enchaîné devant son ennemi, et le regardant sans cesse, sans oser paître avant qu'il fût reparti. Mais toujours, cette pensée restait plantée dans l'esprit du goujat. Pourquoi nourrir ce cheval qui ne faisait plus rien ? Il lui semblait que cette misérable rosse volait le manger des autres, volait l'avoir des hommes, le bien du bon Dieu, le volait même aussi, lui, Zidore, qui travaillait. Alors, peu à peu, chaque jour, le gars diminua la bande de pâturage qu'il lui donnait en avançant le piquet de bois où était fixée la corde. La bête jeûnait, maigrissait, dépérissait. Trop faible pour casser son attache, elle tendait la tête vers la grande herbe verte et luisante, si proche, et dont l'odeur lui venait sans qu'elle y pût toucher. Mais un matin, Zidore eut une idée. C'était de ne plus remuer Coco. Il en avait assez d'aller si loin pour cette carcasse. Il vint cependant pour savourer sa vengeance. La bête inquiète le regardait. Il ne la battit pas ce jour-là. Il tournait autour, les mains dans les poches. Même, il fit mine de la changer de place. Mais il enfonça le piquet juste dans le même trou, et il s'en alla, enchanté de son invention. Le cheval, le voyant partir, hennit pour le rappeler. Mais le goujat se mit à courir, le laissant seul, tout seul dans son vallon, bien attaché, et sans un brin d'herbe à portée de la mâchoire. Affamé, il essaya d'atteindre la grasse verdure qu'il touchait du bout de ses naseaux. Il se mit sur les genoux, tendant le cou, allongeant ses grandes lèvres baveuses. Ce fut en vain. Tout le jour, elle s'épuisa, la vieille bête, en efforts inutiles, en efforts terribles. La faim la dévorait, rendue plus affreuse par la vue de toute la verte nourriture qui s'étendait sur l'horizon. Le goujat ne revint point ce jour-là. Il vagabonda par les bois pour chercher des nids. Il reparut le lendemain. Coco, exténué, s'était couché. Il se leva en apercevant l'enfant, attendant, enfin, d'être changé de place. Mais le petit paysan ne toucha même pas au maillet jeté dans l'herbe. Il s'approcha, regarda l'animal, lui lança dans le nez une motte de terre qui s'écrasa sur le poil blanc, et il repartit, en sifflant. Le cheval resta debout, tant qu'il put l'apercevoir encore. Puis, sentant bien que ses tentatives pour atteindre l'herbe voisine seraient inutiles, il s'étendit de nouveau sur le flanc et ferma les yeux. Le lendemain, Zidore ne vint pas. Quand il approcha, le jour suivant, de Coco toujours étendu, il s'aperçut qu'il était mort. Alors il demeura debout, le regardant, content de son œuvre, étonné en même temps que ce fut déjà fini. Il le toucha du pied, leva une de ses jambes, puis la laissa retomber, s'assit dessus, et resta là, les yeux dans l'herbe et sans penser à rien. Il revint à la ferme, mais il ne dit pas l'accident, car il voulait vagabonder encore, aux heures où d'ordinaire il allait changer de place le cheval. Il alla le voir le lendemain.
Des corbeaux s'envolèrent à son approche. Des mouches innombrables se promenaient sur le cadavre et bourdonnaient alentour. En rentrant, il annonça la chose. La bête était si vieille que personne ne s'étonna. Le maître dit à 2 valets « Prenez vos pelles, vous ferez un tour là où ce qu'il est. » Et les hommes enfouirent le cheval juste à la place où il était mort de faim. Et l'herbe poussa, drue, verdoyante, vigoureuse, nourrie par le pauvre corps. La main. On faisait cercle autour de M. Bermutier, juge d'instruction, qui donnait son avis sur l'affaire mystérieuse de Saint-Cloud. Depuis un mois, cet inexplicable crime affolait Paris. Personne n'y comprenait rien. M. Bermutier, debout, le dos à la cheminée, parlait, assemblait les preuves, discutait les diverses opinions, mais ne concluait pas. Plusieurs femmes s'étaient levées pour s'approcher et demeuraient debout, l'œil fixé sur la bouche rasée du magistrat d'où sortaient les paroles graves. Elles frissonnaient, vibraient, crispées par leur peur curieuse, par l'avide et insatiable besoin d'épouvante qui hante leur âme, les torture comme une faim. Une d'elles, plus pâle que les autres, prononça pendant un silence. « C'est affreux! Cela touche au surnaturel! On ne saura jamais rien !» Le magistrat se tourna vers elle. « Oui, madame, il est probable qu'on ne saura jamais rien. Quant au mot surnaturel que vous venez d'employer, il n'a rien à faire ici. Nous sommes en présence d'un crime fort habilement conçu, fort habilement exécuté, si bien enveloppé de mystère que nous ne pouvons le dégager des circonstances impénétrables qui l'entourent. Mais j'ai eu, moi, autrefois, à suivre une affaire où vraiment semblait se mêler quelque chose de fantastique. Il a fallu l'abandonner d'ailleurs, faute de moyens de l'éclaircir. » Plusieurs femmes prononcèrent en même temps, si vite que leurs voix n'en firent qu'une. « Oh, dites-nous cela !» M. Bermutier sourit gravement, comme doit sourire un juge d'instruction. Il reprit. « N'allez pas croire, au moins, que j'ai pu, même un instant, supposer en cette aventure quelque chose de surhumain. Je ne crois qu'aux causes normales, mais si au lieu d'employer le mot surnaturel pour exprimer ce que nous ne comprenons pas, nous nous servions simplement du mot inexplicable, cela vaudrait beaucoup mieux. En tout cas, dans l'affaire que je vais vous dire, ce sont surtout les circonstances environnantes, les circonstances préparatoires qui m'ont ému. Enfin, voici les faits. J'étais alors juge d'instruction à Ajaccio, une petite ville blanche, couchée au bord d'un admirable golfe qu'entourent partout de hautes montagnes. Ce que j'avais surtout à poursuivre là-bas, c'étaient les affaires de vendetta. Il y en a de superbes, de dramatiques au possible, de féroces, d'héroïques. Nous retrouvons là les plus beaux sujets de vengeance qu'on puisse rêver. Les haines séculaires, apaisées un moment, jamais éteintes, les ruses abominables, les assassinats devenant des massacres et presque des actions glorieuses. Depuis 2 ans, je n'entendais parler que du prix du sang, que de ce terrible préjugé corse qui force à venger toute injure sur la personne qui l'a faite, sur ses descendants et ses proches. J'avais vu égorger des vieillards, des enfants, des cousins. J'avais la tête pleine de ces histoires. Or, j'appris un jour qu'un Anglais venait de louer pour plusieurs années une petite villa au fond du golfe. Il avait amené avec lui un domestique français, pris à Marseille en passant. Bientôt, tout le monde s'occupa de ce personnage singulier, qui vivait seul dans sa demeure, ne sortant que pour chasser et pour pêcher. Il ne parlait à personne, ne venait jamais à la ville, et chaque matin s'exerçait pendant 1 heure ou 2 à tirer au pistolet et à la carabine. Des légendes se firent autour de lui. On prétendit que c'était un haut personnage, fuyant sa patrie pour des raisons politiques. Puis on affirma qu'il se cachait après avoir commis un crime épouvantable. On citait même des circonstances particulièrement horribles. Je voulus, en ma qualité de juge d'instruction, prendre quelques renseignements sur cet homme, mais il me fut impossible de rien apprendre. Il se faisait appeler Sir John Rowell. Je me contentais donc de le surveiller de près, mais on ne me signalait en réalité rien de suspect à son égard. Cependant, comme les rumeurs sur son compte continuaient, grossissaient, devenaient générales, je résolus d'essayer de voir moi-même cet étranger,
et je me mis à chasser régulièrement dans les environs de sa propriété. J'attendis longtemps une occasion. Elle se présenta enfin sous la forme d'une perdrix que je tirai et que je tuai devant le nez de l'Anglais. Mon chien me la rapporta, mais prenant aussitôt le gibier, j'allais m'excuser de mon inconvenance et prier Sir John Rowell d'accepter l'oiseau mort. C'était un grand homme, à cheveux rouges, à barbe rouge, très haut, très large, une sorte d'Hercule placide et poli. Il n'avait rien de la raideur dite britannique, et il me remercia vivement de ma délicatesse en un français accentué d'outre-Manche. Au bout d'un mois, nous avions causé ensemble 5 ou 6 fois. Un soir, enfin, comme je passais devant sa porte, je l'aperçus qui fumait sa pipe, à cheval sur une chaise, dans son jardin. Je le saluai, et il m'invita à entrer pour boire un verre de bière. Je ne me le fis pas répéter. Il me reçut avec toute la méticuleuse courtoisie anglaise, parla avec éloge de la France, de la Corse, déclara qu'il aimait beaucoup 7 pays et 7 rivages. Alors je lui posai, avec de grandes précautions et sous la forme d'un intérêt très vif, quelques questions sur sa vie, sur ses projets. Il répondit sans embarras, me raconta qu'il avait beaucoup voyagé en Afrique, dans les Indes, en Amérique. Il ajouta en riant: « J'avais eu beaucoup d'aventures. Oh yes !» Puis je me remis à parler chasse, et il me donna des détails les plus curieux sur la chasse à l'hippopotame, au tigre, à l'éléphant, et même la chasse aux gorilles. Je dis: « Tous ces animaux sont redoutables. » Il sourit. « Oh non, le plus mauvais, c'était l'homme. » Il se mit à rire tout à fait, d'un bon rire de gros Anglais contents. « J'avais beaucoup chassé l'homme aussi. » Puis il parla d'armes, et il m'offrit d'entrer chez lui pour me montrer des fusils de divers systèmes. Son salon était tendu de noir, de soie noire brodée de fil d'or. De grandes fleurs jaunes couraient sur l'étoffe sombre, brillaient comme du feu. Il annonça: « C'était une drap japonaise. » Mais, au milieu du plus large panneau, une chose étrange me tira l'œil. Sur un carré de velours rouge, un objet noir se détachait. Je m'approchai. C'était une main d'homme. Non pas une main de squelette, blanche et propre, mais une main noire, desséchée, avec les ongles jaunes, les muscles à nu et des traces de sang ancien. De sang pareil à une crasse, sur les os coupés nets, comme d'un coup de hache vers le milieu de l'avant-bras. Autour du poignet, une énorme chaîne de fer rivée, soudée à ce membre malpropre, l'attachait au mur par un anneau assez fort pour tenir un éléphant en laisse. Je demandai: « Qu'est-ce que cela ?» L'Anglais répondit tranquillement: « C'était ma meilleure ennemie. Il venait d'Amérique. Il avait été fendu avec le sabre et arraché la peau avec une caillou coupante, et séché dans le soleil pendant 8 jours. Oh, très bonne pour moi, cette. » Je touchai ce débris humain qui avait dû appartenir à un colosse. Les doigts, démesurément longs, étaient attachés par des tendons énormes qui retenaient des lanières de peau par place. Cette main était affreuse à voir, écorchée ainsi. Elle faisait penser naturellement à quelque vengeance de sauvage. Je dis: « Cet homme devait être très fort. » L'Anglais prononça avec douceur: « Oh, yes, mais j'ai été plus fort que lui. J'avais mis cette chaîne pour le tenir. » Je crus qu'il plaisantait. Je dis: « Cette chaîne maintenant est bien inutile. La main ne se sauvera pas. » Sir John Rowell reprit gravement: « Elle voulait toujours s'en aller. Cette chaîne était nécessaire. » D'un coup d'œil rapide, j'interrogeai son visage, me demandant: « Est-ce un fou ou un mauvais plaisant ?» Mais la figure demeurait impénétrable, tranquille et bienveillante. Je parlais d'autre chose et j'admirais les fusils. Je remarquai cependant que 3 revolvers chargés étaient posés sur les meubles, comme si cet homme eût vécu dans la crainte constante d'une attaque. Je revins plusieurs fois chez lui, puis je n'y allais plus. On s'était accoutumé à sa présence. Il était devenu indifférent à tous. Une année entière s'écoula. Or, un matin, vers la fin de novembre, mon domestique me réveilla en m'annonçant que Sir John Rowell avait été assassiné dans la nuit.
Une demi-heure plus tard, je pénétrai dans la maison de l'Anglais avec le commissaire central et le capitaine de gendarmerie. Le valet, éperdu et désespéré, pleurait devant la porte. Je soupçonnai d'abord cet homme, mais il était innocent. On ne put jamais trouver le coupable. En entrant dans le salon de Sir John, j'aperçus du premier coup d'œil le cadavre étendu sur le dos, au milieu de la pièce. Le gilet était déchiré, une manche arrachée pendait, tout annonçait qu'une lutte terrible avait eu lieu. L'Anglais était mort étranglé. Sa figure noire et gonflée, effrayante, semblait exprimer une épouvante abominable. Il tenait entre ses dents serrées quelque chose, et le cou, percé de 5 trous qu'on aurait dit faits avec des pointes de fer, était couvert de sang. Un médecin nous rejoignit. Il examina longuement les traces de doigts dans la chair et prononça ces étranges paroles. « On dirait qu'il a été étranglé par un squelette. » Un frisson me passa dans le dos, et je jetai les yeux sur le mur, à la place où j'avais vu jadis l'horrible main décorchée. Elle n'y était plus. La chaîne, brisée, pendait. Alors je me baissai vers le mort, et je trouvai dans sa bouche crispée un des doigts de cette main disparue, coupé, ou plutôt scié par les dents, juste à la 2e phalange. Puis on procéda aux constatations. On ne découvrit rien. Aucune porte n'avait été forcée, aucune fenêtre, aucun meuble. Les 2 chiens de garde ne s'étaient pas réveillés. Voici en quelques mots la déposition du domestique. Depuis un mois, son maître semblait agité. Il avait reçu beaucoup de lettres, brûlées à mesure. Souvent, prenant une cravache, dans une colère qui semblait de la démence, il avait frappé avec fureur cette main séchée, scellée au mur et enlevée, on ne sait comment, à l'heure même du crime. Il se couchait fort tard et s'enfermait avec soin. Il avait toujours des armes à portée de bras. Souvent, la nuit, il parlait haut, comme s'il se fût querellé avec quelqu'un. Cette nuit-là, par hasard, il n'avait fait aucun bruit, et c'est seulement en venant ouvrir les fenêtres que le serviteur avait trouvé Sir John assassiné. Il ne soupçonnait personne. Je communiquai ce que je savais du mort aux magistrats et aux officiers de la force publique, et on fit dans toute l'île une enquête minutieuse. On ne découvrit rien. Or, une nuit, 3 mois après le crime, j'eus un affreux cauchemar. Il me sembla que je voyais la main, l'horrible main, courir comme un scorpion ou comme une araignée le long de mes rideaux et de mes murs. 3 fois, je me réveillai. 3 fois, je me rendormis. 3 fois, je revis le hideux débris galoper autour de ma chambre en remuant les doigts comme des pattes. Le lendemain, on me l'apporta, trouvé dans le cimetière sur la tombe de Sir John Rowell, enterré là, car on n'avait pu découvrir sa famille. L'index manquait. Voilà, mesdames, mon histoire. Je ne sais rien de plus. Les femmes, éperdues, étaient pâles, frissonnantes. Une d'elles s'écria. « Mais ce n'est pas un dénouement, cela, ni une explication. Nous n'allons pas dormir si vous ne nous dites pas ce qui s'était passé, selon vous. » Le magistrat sourit avec sévérité. « Oh, moi, madame, je vais gâter, certes, vos rêves terribles. Je pense tout simplement que le légitime propriétaire de la main n'était pas mort, qu'il est venu la chercher avec celle qui lui restait. Mais je n'ai pu savoir comment il a fait, par exemple. C'est là une sorte de vendetta. » Une des femmes murmura. « Non, ça ne doit pas être ainsi. » Et le juge d'instruction, souriant toujours, conclut. « Je vous avais bien dit que mon explication ne vous irait pas. » Le gueux. Il avait connu des jours meilleurs, malgré sa misère et son infirmité. À l'âge de 15 ans, il avait eu les 2 jambes écrasées par une voiture sur la grande route de Varville. Depuis ce temps-là, il mendiait en se traînant le long des chemins, à travers les cours des fermes, balancé sur ses béquilles qui lui avaient fait remonter les épaules à la hauteur des oreilles. Sa tête semblait enfoncée entre 2 montagnes. Enfant trouvé dans un fossé par le curé des Billettes, la veille du jour des morts, et baptisé pour cette raison, Nicolas Toussaint, élevé par charité, demeuré étranger à toute instruction, estropié après avoir bu quelques verres d'eau-de-vie
offert par le boulanger du village, histoire de rire, et depuis lors vagabond, il ne savait rien faire autre chose que tendre la main. Autrefois, la baronne d'Avary lui abandonnait pour dormir une espèce de niche pleine de paille, à côté du poulailler, dans la ferme attenante au château. Et il était sûr, au jour de grande famine, de trouver toujours un morceau de pain et un verre de cidre à la cuisine. Souvent, il recevait encore là quelques sols jetés par la vieille dame du haut de son perron ou des fenêtres de sa chambre. Maintenant, elle était morte. Dans les villages, on ne lui donnait guère, on le connaissait trop. On était fatigué de lui depuis 40 ans qu'on le voyait, promener de masure en masure, son corps loqueteux et difforme sur ses 2 pattes de bois. Il ne voulait point s'en aller cependant, parce qu'il ne connaissait pas autre chose sur la terre que ce coin de pays, ces 3 ou 4 hameaux où il avait traîné sa vie misérable. Il avait mis des frontières à sa mendicité, et il n'aurait jamais passé les limites qu'il était accoutumé de ne point franchir. Il ignorait si le monde s'étendait encore loin derrière les arbres qui avaient toujours borné sa vue. Il ne se le demandait pas. Et quand les paysans, las de le rencontrer toujours au bord de leurs champs ou le long de leurs fossés, lui criaient « Pourquoi que tu ne vas point dans les autres villages, au lieu de béquiller toujours par-ci » Il ne répondait pas et s'éloignait, saisi d'une peur vague de l'inconnu, d'une peur de pauvre qui redoute confusément 1000 choses, les visages nouveaux, les injures, les regards soupçonneux des gens qui ne le connaissaient pas, et les gendarmes qui vont 2 par 2 sur les routes et qui le faisaient plonger par instinct dans les buissons ou derrière les tas de cailloux. Quand il les apercevait au loin, reluisant sous le soleil, il trouvait soudain une agilité singulière, une agilité de monstre, pour gagner quelques cachettes. Il dégringolait de ses béquilles, se laissait tomber à la façon d'une loque, et il se roulait en boule, devenait tout petit, invisible, rasé comme un lièvre au gîte, confondant ses haillons bruns avec la terre. Il n'avait pourtant jamais eu affaire avec eux. Mais il portait cela dans le sang, comme s'il eût reçu cette crainte et cette ruse de ses parents, qu'il n'avait point connus. Il n'avait pas de refuge, pas de toit, pas de hutte, pas d'abri. Il dormait partout en été, et l'hiver, il se glissait sous les granges ou dans les étables avec une adresse remarquable. Il déguerpissait toujours avant qu'on se fût aperçu de sa présence. Il connaissait les trous pour pénétrer dans les bâtiments, et le maniement des béquilles ayant rendu ses bras d'une vigueur surprenante, il grimpait à la seule force des poignets jusque dans les paniers à fourrage, où il demeurait parfois 4 ou 5 jours sans bouger, quand il avait recueilli dans sa tournée des provisions suffisantes. Il vivait comme les bêtes des bois, au milieu des hommes, sans connaître personne, sans aimer personne, n'excitant chez les paysans qu'une sorte de mépris indifférent et d'hostilité résignée. On l'avait surnommé Cloche, parce qu'il se balançait entre ses 2 piquets de bois, ainsi qu'une cloche entre ses portants. Depuis 2 jours, il n'avait point mangé. Personne ne lui donnait plus rien. On ne voulait plus de lui à la fin. Les paysannes sur leurs portes lui criaient de loin en le voyant venir. « Veux-tu bien t'en aller maintenant ? V'là pas 3 jours que je t'ai donné un morceau de pain. » Et il pivotait sur ses tuteurs et s'en allait à la maison voisine, où on le recevait de la même façon. Les femmes déclaraient d'une porte à l'autre « On ne peut pourtant pas nourrir ce fainéant toute l'année. » Cependant, le fainéant avait besoin de manger tous les jours. Il avait parcouru Saint-Hilaire, Varville et les Billettes sans récolter un centime ou une vieille croûte. Il ne lui restait d'espoir qu'à Tournole, mais il lui fallait faire 2 lieues sur la grande route, et il se sentait là à ne plus se traîner, ayant le ventre aussi vide que sa poche. Il se mit en marche, pourtant. C'était en décembre. Un vent froid courait sur les champs, sifflait dans les branches nues, et les nuages galopaient à travers le ciel bas et sombre, se hâtant on ne sait où. L'estropie allait lentement, déplaçant ses supports l'un après l'autre d'un effort pénible, en se calant sur la jambe tordue qui lui restait, terminée par un pied-bot et chaussé d'une loque. De temps en temps, il s'asseyait sur le fossé et se reposait quelques minutes. La faim jetait une détresse dans son âme confuse et lourde. Il n'avait qu'une idée, manger, mais il ne savait par quel moyen. Pendant 3 heures, il peina sur le long chemin. Puis, quand il aperçut les arbres du village, il hâta ses mouvements. Le premier paysan qu'il rencontra et auquel il demanda l'aumône lui répondit « Te rev'là encore, vieille pratique ? Serons jamais débarrassés de thé !»
et Cloche s'éloigna. De porte en porte, on le rudoya, on le renvoya sans rien lui donner. Il continuait cependant sa tournée, patient et obstiné. Il ne recueillit pas un sou. Alors il visita les fermes, déambulant à travers les terres molles de pluie, tellement exténué qu'il ne pouvait plus lever ses bâtons. On le chassa de partout. C'était un de ces jours froids et tristes où les cœurs se serrent, où les esprits s'irritent, où l'âme est sombre, où la main ne s'ouvre ni pour donner, ni pour secourir. Quand il eut fini la visite de toutes les maisons qu'il connaissait, il alla s'abattre au coin d'un fossé, le long de la cour de maître Chiquet. Il se décrocha, comme on disait, pour exprimer comment il se laissait tomber entre ses hautes béquilles en les faisant glisser sous ses bras. Et il resta longtemps immobile, torturé par la faim, mais trop brute pour bien pénétrer son insondable misère. Il attendait on ne sait quoi, de cette vague attente qui demeurait constamment en nous. Il attendait au coin de cette cour, sous le vent glacé, l'aide mystérieuse qu'on espère toujours du ciel ou des hommes, sans se demander comment, ni pourquoi, ni par qui elle lui pourrait arriver. Une bande de poules noires passait, cherchant sa vie dans la terre qui nourrit tous les êtres. À tout instant, elles piquaient d'un coup de bec un grain ou un insecte invisible, puis continuaient leur recherche lente et sûre. Cloche les regardait sans penser à rien. Puis il lui vint, plutôt au ventre que dans la tête, la sensation plutôt que l'idée qu'une de ces bêtes-là serait bonne à manger grillée sur un feu de bois mort. Le soupçon qu'il allait commettre un vol ne l'effleura pas. Il prit une pierre à portée de sa main, et comme il était adroit, il tua net en la lançant la volaille la plus proche de lui. L'animal tomba sur le côté en remuant les ailes. Les autres s'enfuirent, balancés sur leurs pattes minces, et Cloche, escaladant de nouveau ses béquilles, se mit en marche pour aller ramasser sa chasse, avec des mouvements pareils à ceux des poules. Comme il arrivait auprès du petit corps noir taché de rouge à la tête, il reçut une poussée terrible dans le dos, qui lui fit lâcher ses bâtons et l'envoya rouler à 10 pas devant lui. Et maître Chiquet, exaspéré, se précipitant sur le maraudeur, le roua de coups, tapant comme un forcené, comme tape un paysan volé, avec le poing et avec le genou, par tout le corps de l'infirme, qui ne pouvait se défendre. Les gens de la ferme arrivaient à leur tour, puis se mirent avec le patron à assommer le mendiant. Puis, quand ils furent las de le battre, ils le ramassèrent et l'emportèrent, et l'enfermèrent dans le bûcher, pendant qu'on allait chercher les gendarmes. Cloche, à moitié mort, saignant et crevant de faim, demeura couché sur le sol. Le soir vint, puis la nuit, puis l'aurore. Il n'avait toujours pas mangé. Vers midi, les gendarmes parurent et ouvrirent la porte avec précaution, s'attendant à une résistance, car maître Chiquet prétendait avoir été attaqué par le gueux et ne s'être défendu qu'à grand-peine. Le brigadier cria « Allons, debout !» Mais Cloche ne pouvait plus remuer. Il essaya bien de se hisser sur ses pieux, il n'y parvint point. On crut à une feinte, à une ruse, à un mauvais vouloir de malfaiteur, et les deux hommes armés, le rudoyant, l'empoignèrent et le plantèrent de force sur ses béquilles. La peur l'avait saisi, cette peur native des baudriers jaunes, cette peur du gibier devant le chasseur, de la souris devant le chat. Et par des efforts surhumains, il parvint à rester debout. « En route !» dit le brigadier. Et il marcha. Tout le personnel de la ferme le regardait partir. Les femmes lui montraient le poing. Les hommes ricanaient, l'injuriaient. On l'avait pris. Enfin, bon débarras. Il s'éloigna entre ses deux gardiens. Il trouva l'énergie désespérée qu'il lui fallait pour se traîner encore jusqu'au soir, abruti, ne sachant seulement plus ce qui lui arrivait, trop effaré pour rien comprendre. Les gens qu'on rencontrait s'arrêtaient pour le voir passer et les paysans murmuraient « C'est quelque voleux !» On parvint vers la nuit au chef-lieu du canton. Il n'était jamais venu jusque-là. Il ne se figurait pas vraiment ce qui se passait, ni ce qui pouvait survenir. Toutes ces choses terribles, imprévues, ces figures et ces maisons nouvelles le consternaient. Il ne prononça pas un mot, n'ayant rien à dire, car il ne comprenait plus rien. Depuis tant d'années d'ailleurs, qu'il ne parlait à personne, il avait à peu près perdu l'usage de sa langue, et sa pensée aussi était trop confuse pour se formuler par des paroles. On l'enferma dans la prison du bourg. Les gendarmes ne pensèrent pas qu'il pouvait avoir besoin de manger, et on le laissa jusqu'au lendemain. Mais quand on vint pour l'interroger, au petit matin, on le trouva mort sur le sol. Quelle surprise!
Un parricide. L'avocat avait plaidé la folie. Comment expliquer autrement ce crime étrange? On avait retrouvé un matin, dans les roseaux près de Chatou, 2 cadavres enlacés, la femme et l'homme. 2 mondains connus, riches, plus tout jeunes, et mariés seulement de l'année précédente, la femme n'étant veuve que depuis 3 ans. On ne leur connaissait point d'ennemis, ils n'avaient pas été volés. Il semblait qu'on les eût jetés de la berge dans la rivière, après les avoir frappés, l'un après l'autre, avec une longue pointe de fer. L'enquête ne faisait rien découvrir. Les mariniers interrogés ne savaient rien. On allait abandonner l'affaire quand un jeune menuisier d'un village voisin, nommé Georges Louis, dit le bourgeois, vint se constituer prisonnier. À toutes les interrogations, il ne répondit que ceci. Je connaissais l'homme depuis 2 ans, la femme depuis 6 mois. Il venait souvent me faire réparer des meubles anciens, parce que je suis habile dans le métier. Et quand on lui demandait « Pourquoi les avez-vous tués ?» il répondait obstinément « Je les ai tués, parce que j'ai voulu les tuer. » On n'en put tirer autre chose. Cet homme était un enfant naturel sans doute, mis autrefois en nourrice dans le pays, puis abandonné. Il n'avait pas d'autre nom que Georges Louis, mais comme, en grandissant, il devint singulièrement intelligent, avec des goûts et des délicatesses natives que n'avaient point ses camarades, on le surnomma le bourgeois, et on ne l'appelait plus autrement. Il passait pour remarquablement adroit dans le métier de menuisier qu'il avait adopté. Il faisait même un peu de sculpture sur bois. On le disait aussi fort exalté, partisan des doctrines communistes et même nihilistes, grand liseur de romans d'aventure, de romans à drame sanglant, et lecteur influent et orateur habile dans les réunions publiques d'ouvriers ou de paysans. L'avocat avait plaidé la folie. Comment pouvait-on admettre, en effet, que cet ouvrier eût tué ses meilleurs clients, des clients riches et généreux, il le reconnaissait, qui lui avaient fait faire depuis 2 ans, pour 3000 francs de travail, ses livres en faisaient foi. Une seule explication se présentait. La folie. L'idée fixe du déclassé qui se venge sur 2 bourgeois de tous les bourgeois, et l'avocat fit une allusion habile à ce surnom de « le bourgeois », donné par le pays à cet abandonné. Il s'écriait. N'est-ce pas une ironie, et une ironie capable d'exalter encore ce malheureux garçon qui n'a ni père ni mère? C'est un ardent républicain. Que dis-je? Il appartient même à ce parti politique que la République fusillait et déportait naguère, qu'elle accueille aujourd'hui à bras ouverts. À ce parti pour qui l'incendie est un principe et le meurtre un moyen tout simple. Ces tristes doctrines, acclamées maintenant dans les réunions publiques, ont perdu cet homme. Il a entendu des républicains, des femmes même, oui, des femmes, demander le sang de M. Gambetta, le sang de M. Grévy. Son esprit malade a chaviré. Il a voulu du sang de bourgeois. Ce n'est pas lui qu'il faut condamner, messieurs, c'est la commune. Des murmures d'approbation coururent. On sentait bien que la cause était gagnée par l'avocat. Le ministère public ne répliqua pas. Alors, le président posa au prévenu la question d'usage. « Accusé, n'avez-vous rien à ajouter pour votre défense ?» L'homme se leva. Il était de petite taille, d'un blond de lin, avec des yeux gris, fixes et clairs. Une voix forte, franche et sonore sortait de ce frêle garçon et changeait brusquement, au premier mot, l'opinion qu'on s'était faite de lui. Il parla hautement, d'un ton déclamatoire, mais si net que ses moindres paroles se faisaient entendre jusqu'au fond de la grande salle. « Mon président, comme je ne veux pas aller dans une maison de fous, et que je préfère même la guillotine, je vais tout vous dire. J'ai tué cet homme et cette femme parce qu'ils étaient mes parents. Maintenant, écoutez-moi et jugez-moi. Une femme, ayant accouché d'un fils, l'envoya quelque part en nourrice. Sut-elle seulement en quel pays son complice porta le petit être innocent, mais condamné à la misère éternelle, à la honte d'une naissance illégitime, plus que cela, à la mort, puisqu'on l'abandonna, puisque la nourrice, ne recevant plus la pension mensuelle, pouvait, comme elles font souvent, le laisser dépérir, souffrir de faim, mourir de délaissement. La femme qui m'allaita fut honnête, plus femme, plus grande, plus mère que ma mère. Elle m'éleva. Elle eut tort en faisant son devoir.
Il vaut mieux laisser périr ces misérables jetés au village des banlieues, comme on jette une ordure aux bornes. Je grandis avec l'impression vague que je portais un déshonneur. Les autres enfants m'appelèrent un jour « bâtard ». Ils ne savaient pas ce que signifiait ce mot, entendu par l'un d'eux chez ses parents. Je l'ignorais aussi, mais je le sentis. J'étais, je puis le dire, un des plus intelligents de l'école. J'aurais été un honnête homme, mon président. Peut-être un homme supérieur si mes parents n'avaient pas commis le crime de m'abandonner. Ce crime, c'est contre moi qu'ils l'ont commis. Je fus la victime. Eux furent les coupables. J'étais sans défense, ils furent sans pitié. Ils devaient m'aimer, ils m'ont rejeté. Moi, je leur devais la vie. Mais la vie est-elle un présent? La mienne, en tout cas, n'était qu'un malheur. Après leur honteux abandon, je ne leur devais plus que la vengeance. Ils ont accompli contre moi l'acte le plus inhumain, le plus infâme, le plus monstrueux qu'on puisse accomplir contre un être. Un homme injurié frappe. Un homme volé reprend son bien par la force. Un homme trompé, joué, martyrisé tue. Un homme souffleté tue. Un homme déshonoré tue. J'ai été plus volé, trompé, martyrisé, souffleté moralement, déshonoré que tous ceux dont vous absolvez la colère. Je me suis vengé. J'ai tué. C'était mon droit légitime. J'ai pris leur vie heureuse en échange de la vie horrible qu'ils m'avaient imposée. Vous allez parler de parricide? Étaient-ils mes parents, ces gens pour qui je fus un fardeau abominable, une terreur, une tache d'infamie, pour qui ma naissance fut une calamité, et ma vie une menace de honte? Ils cherchaient un plaisir égoïste. Ils ont eu un enfant imprévu. Ils ont supprimé l'enfant. Mon tour est venu d'en faire autant pour eux. Et pourtant, dernièrement encore, j'étais prête à les aimer. Voici 2 ans, je vous l'ai dit, que l'homme, mon père, entra chez moi pour la première fois. Je ne soupçonnais rien. Il me commanda 2 meubles. Il avait pris, je le sus plus tard, des renseignements auprès du curé, sous le sceau du secret, bien entendu. Il revint souvent. Il me faisait travailler et payait bien. Parfois même il causait un peu de choses et d'autres. Je me sentais de l'affection pour lui. Au commencement de cette année, il amena sa femme, ma mère. Quand elle entra, elle tremblait si fort que je la crus atteinte d'une maladie nerveuse. Puis elle demanda un siège et un verre d'eau. Elle ne dit rien. Elle regarda mes meubles d'un air fou, et elle ne répondait que oui et non, à tort et à travers, à toutes les questions qu'on lui posait. Quand elle fut partie, je la crus un peu toquée. Elle revint le mois suivant. Elle était calme, maîtresse d'elle. Ils restèrent ce jour-là assez longtemps à bavarder, et ils me firent une grosse commande. Je la revis encore 3 fois, sans rien deviner. Mais un jour, voilà qu'elle se mit à me parler de ma vie, de mon enfance, de mes parents. Je répondis « Mes parents, madame, étaient des misérables qui m'ont abandonnée. » Alors, elle porta la main sur son cœur et tomba sans connaissance. Je pensais tout de suite « C'est ma mère !» Mais je me gardais bien de laisser rien voir. Je voulais la regarder venir. Par exemple, je pris de mon côté mes renseignements. J'appris qu'il n'était marié que du mois de juillet précédent, ma mère n'étant devenue veuve que depuis 3 ans. On avait bien chuchoté qu'il s'était aimé du vivant du premier mari, mais on n'en avait aucune preuve. C'était moi la preuve qu'on avait cachée d'abord, espérée détruire ensuite. J'attendis. Elle reparut un soir, toujours accompagnée de mon père. Ce jour-là, elle semblait fort émue, je ne sais pourquoi. Puis, au moment de s'en aller, elle me dit « Je vous veux du bien. Parce que vous m'avez l'air d'un honnête garçon et d'un travailleur. Vous penserez sans doute à vous marier quelque jour. Je viens vous aider à choisir librement la femme qui vous conviendra. Moi, j'ai été mariée contre mon cœur, 1 fois, et je sais comme on en souffre. Maintenant je suis riche, sans enfant, libre, maîtresse de ma fortune. Voici votre dot. » Elle me tendit une grande enveloppe cachetée. Je la regardai fixement, puis je lui dis « Vous êtes ma mère ?» Elle recula 2-3 pas et se cacha les yeux de la main pour ne plus me voir. Lui, l'homme, mon père, la soutint dans ses bras et il me cria « Mais vous êtes fou !» Je répondis « Pas du tout. Je sais bien que vous êtes mes parents. On ne me trompe pas ainsi. Avouez-le, et je vous garderai le secret. Je ne vous en voudrai pas.
Je resterai ce que je suis, un menuisier. » Il reculait vers la sortie en soutenant toujours sa femme qui commençait à sangloter. Je courus fermer la porte, je mis la clé dans ma poche et je repris. « Regardez-la donc, et niez encore qu'elle soit ma mère. » Alors il s'emporta, devenu très pâle, épouvanté par la pensée que le scandale évité jusqu'ici pouvait éclater soudain, que leur situation, leur renom, leur honneur seraient perdus d'un seul coup. Il balbutiait. « Vous êtes une canaille qui voulait nous tirer de l'argent? Faites donc du bien au peuple, à ces manants-là, aidez-les, secourez-les. » Ma mère, éperdue, répétait coup sur coup. « Allons-nous-en, allons-nous-en. » Alors, comme la porte était fermée, il cria. « Si vous ne m'ouvrez pas tout de suite, je vous fais flanquer en prison pour chantage et violence. » J'étais resté maître de moi. J'ouvris la porte et je les vis s'enfoncer dans l'ombre. Alors il me sembla tout à coup que je venais d'être fait orphelin, d'être abandonné, poussé au ruisseau. Une tristesse épouvantable, mêlée de colère, de haine, de dégoût, m'envahit. J'avais comme un soulèvement de tout mon être, un soulèvement de la justice, de la droiture, de l'honneur, de l'affection rejetée. Je me mis à courir pour les rejoindre le long de la Seine qu'il leur fallait suivre pour gagner la gare de Chatou. Je les rattrapai bientôt. La nuit était venue, toute noire. J'allais à pas de loup sur l'herbe, de sorte qu'ils ne m'entendirent pas. Ma mère pleurait toujours. Mon père disait « C'est votre faute. Pourquoi avez-vous tenu à le voir? C'était une folie dans notre position. On aurait pu lui faire du bien de loin sans se montrer, puisque nous ne pouvons le reconnaître. À quoi servaient ces visites dangereuses ?» Alors je m'élançai devant eux, suppliant. Je balbutiais. « Vous voyez bien que vous êtes mes parents. Vous m'avez déjà rejeté une fois. Me repousserez-vous encore ?» Alors, mon président, il leva la main sur moi. Je vous le jure sur l'honneur, sur la loi, sur la République. Il me frappa, et comme je le saisissais au collet, il tira de sa poche un revolver. J'ai vu rouge, je ne sais plus. J'avais mon compas dans ma poche, je l'ai frappé, tant que j'ai pu. Alors elle s'est mise à crier « Au secours! À l'assassin !» en m'arrachant la barbe. Il paraît que je l'ai tué aussi. Est-ce que je sais, moi, ce que j'ai fait à ce moment-là? Et puis quand je les ai vus tous les deux par terre, je les ai jetés à la Seine, sans réfléchir. Voilà. Maintenant, jugez-moi. L'accusé se rassit. Devant cette révélation, l'affaire a été reportée à la session suivante. Elle passera bientôt. Si nous étions jurés, que ferions-nous de ce parricide? Le petit. Lemonnier était demeuré veuf avec un enfant. Il avait aimé follement sa femme, d'un amour exalté et tendre, sans une défaillance, pendant toute leur vie commune. C'était un bonhomme, un brave homme, simple, tout simple, sincère, sans défiance et sans malice. Étant devenu amoureux d'une voisine qui était pauvre, il la demanda en mariage et l'épousa. Il faisait un commerce de draperie assez prospère, gagnait pas mal d'argent et ne douta pas une seconde qu'il n'eût été accepté pour lui-même par la jeune fille. Elle le rendit heureux d'ailleurs. Il ne voyait qu'elle au monde, ne pensait qu'à elle, la regardait sans cesse avec des yeux d'adorateur prosternés. Pendant les repas, il commettait 1000 maladresses pour ne point détourner son regard du visage chéri, versait le vin dans son assiette et l'eau dans la salière, puis se mettait à rire comme un enfant, en répétant « Je t'aime trop, vois-tu, cela me fait faire un tas de bêtises. » Elle souriait, d'un air calme et résigné, puis détournait les yeux, comme gênée par l'adoration de son mari, et elle tâchait de le faire parler, de causer de n'importe quoi, mais il lui prenait la main à travers la table et la gardait dans la sienne en murmurant « Ma petite Jeanne, ma chère petite Jeanne !» Elle finissait par s'impatienter et par dire « Allons, voyons, sois raisonnable, mange, et laisse-moi manger. » Il poussait un soupir et cassait une bouchée de pain qu'il mâchait ensuite avec lenteur. Pendant 5 ans,
Ils n'eurent pas d'enfant. Puis tout à coup, elle devint enceinte. Ce fut un bonheur délirant. Il ne la quitta point de tout le temps de sa grossesse, si bien que sa bonne, une vieille bonne qu'il avait élevée et qui parlait haut dans la maison, le mettait parfois dehors et fermait la porte pour le forcer à prendre l'air. Il s'était lié d'une intime amitié avec un jeune homme qui avait connu sa femme dès son enfance et qui était sous-chef de bureau à la préfecture. Monsieur Duretour dînait 3 fois par semaine chez monsieur Lemonnier, apportait des fleurs à madame et parfois une loge de théâtre. Et souvent, au dessert, ce bon Lemonnier attendri s'écriait, en se tournant vers sa femme, « Avec une compagne comme toi et un ami comme lui, on est parfaitement heureux sur la terre. » Elle mourut en couche. Il faillit en mourir aussi. Mais la vue de l'enfant lui donna du courage. Un petit être crispé qui geignait. Il l'aima d'un amour passionné et douloureux, d'un amour malade où restait le souvenir de la mort, mais où survivait quelque chose de son adoration pour la morte. C'était la chair de sa femme, son être continué, comme une quintessence d'elle. Il était, cet enfant, sa vie même tombée en un autre corps. Elle était disparue, pour qu'il existât. Et le père l'embrassait avec fureur, mais aussi, il l'avait tué, cet enfant. Il avait pris, volé cette existence adorée, il s'en était nourri, il avait bu sa part de vie. Et monsieur Lemonnier reposait son fils dans le berceau et s'asseyait auprès de lui pour le contempler. Il restait là, des heures, le regardant, songeant à 1000 choses tristes ou douces. Puis, comme le petit dormait, il se penchait sur son visage et pleurait dans ses dentelles. L'enfant grandit. Le père ne pouvait plus se passer 1 heure de sa présence. Il rôdait autour de lui, le promenait, l'habillait lui-même, le nettoyait, le faisait manger. Son ami, M. Duretour, semblait aussi chérir ce gamin, et il l'embrassait par grands élans, avec ces frénésies de tendresse qu'ont les parents. Il le faisait sauter dans ses bras, le faisait danser pendant des heures à cheval sur une jambe, et soudain, le renversant sur ses genoux, relevait sa courte jupe et baisait ses cuisses grasses de moutard et ses petits mollets ronds. Monsieur Lemonnier, ravi, murmurait « Est-il mignon? Est-il mignon ?» Et Monsieur Duretour serrait l'enfant dans ses bras en lui chatouillant le cou de sa moustache. Seule, Céleste, la vieille bonne, ne semblait avoir aucune tendresse pour le petit. Elle se fâchait de ses espiègleries et semblait exaspérée par les câlineries des 2 hommes. Elle s'écriait « Peut-on élever un enfant comme ça? Vous en ferez un joli singe !» Des années encore passèrent, et Jean prit 9 ans. Il savait à peine lire, tant on l'avait gâté, et n'en faisait jamais qu'à sa tête. Il avait des volontés tenaces, des résistances opiniâtres, des colères furieuses. Le père cédait toujours, accordait tout. Monsieur Duretour achetait et apportait sans cesse les joujoux convoités par le petit, et il le nourrissait de gâteaux et de bonbons. Céleste alors s'emportait, criait « C'est une honte, monsieur, une honte! Vous faites le malheur de cet enfant, son malheur, entendez-vous? Mais il faudra bien que cela finisse. Oui, oui, ça finira, je vous le dis, je vous le promets, et pas avant longtemps encore. » Monsieur Lemonnier répondait en souriant. « Que veux-tu, ma fille? Je l'aime trop, je ne sais pas lui résister. Il faudra bien que tu en prennes ton parti. » Jean était faible, un peu malade. Le médecin constata de l'anémie, ordonna du fer, de la viande rouge et de la soupe grasse. Or, le petit n'aimait que les gâteaux et refusait toute autre nourriture, et le père, désespéré, le bourrait de tartes à la crème et d'éclairs au chocolat. Un soir, comme ils se mettaient à table en tête-à-tête, Céleste apporta la soupière avec une assurance et un air d'autorité qu'elle n'avait point d'ordinaire. Elle la découvrit brusquement, plongea la louche au milieu et déclara « Voilà du bouillon, comme je ne vous en ai pas encore fait. Il faudra bien que le petit en mange cette fois. » Monsieur Lemonnier, épouvanté, baissa la tête. Il vit que cela tournait mal. Céleste prit son assiette, l'emplit elle-même, la reposa devant lui. Il goûta aussitôt le potage et prononça « En effet, il est excellent. » Alors la bonne s'empara de l'assiette du petit et y versa une pleine cuillerée de soupe. Puis elle recula de 2 pas et attendit. Jean flaira, repoussa l'assiette et fit un pouah de dégoût.
Céleste, devenue pâle, s'approcha brusquement, et saisissant la cuillère, l'enfonça de force toute pleine dans la bouche entr'ouverte de l'enfant. Il s'étrangla, toussa, éternua, cracha, et hurlant, employa à pleine main son verre qu'il lança contre la bonne. Elle le reçut en plein ventre. Alors, exaspérée, elle prit sous son bras la tête du moutard et commença à lui entonner, coup sur coup, des cuillerées de soupe dans le gosier. Il les vomissait à mesure, trépignait, se tordait, suffoquait, battait l'air de ses mains, rouge, comme s'il allait mourir étouffé. Le père demeura d'abord tellement surpris qu'il ne faisait plus un mouvement. Puis soudain, il s'élança, avec une rage de fou furieux, étreignit sa servante à la gorge et la jeta contre le mur. Il balbutiait. « Dehors! 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 Brute !» Mais elle, d'une secousse, le repoussa, et dépeigné, le bonnet dans le dos, les yeux ardents, cria. « Qu'est-ce qui vous prend à cette heure ? Vous voulez me battre parce que je fais manger de la soupe à cet enfant que vous allez tuer avec vos gâteries ?» Il répétait, tremblant de la tête aux pieds. « Dehors ! Va-t'en ! Va-t'en, brute !» Alors, affolée, elle revint sur lui, et l'œil dans l'œil, la voix tremblante. « Ah ! Vous croyez que vous allez me traiter comme ça? Moi? Moi? Ah mais non! Et pour qui? Pour qui? Pour ce morveux qui n'est seulement point à vous? Non, point à vous! Non, point à vous! Point à vous! Point à vous! Tout le monde le sait, parbleu, excepté vous! Demandez à l'épicier, au boucher, au boulanger, à tous! À tous! Elle bredouillait, étranglée par la colère. Puis elle se tut, le regardant. Il ne bougea plus, livide, les bras ballants. Au bout de quelques secondes, il balbutia d'une voix éteinte, tremblante, où palpitait pourtant une émotion formidable. « Tu dis ? Tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ?» Elle se taisait, effrayée par son visage. Il fit encore un pas, répétant. « Tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ?» Alors elle répondit, d'une voix calmée. « Je dis ce que je sais, parbleu, ce que tout le monde sait. » Il leva les deux mains, et se jetant sur elle avec un emportement de bête, essaya de la terrasser. Mais elle était forte, quoique vieille, et agile aussi. Elle lui glissa dans les bras, et courant autour de la table, redevenue soudain furieuse, elle glapissait. « Regardez-le! Regardez-le donc, bête que vous êtes, si ce n'est pas tout le portrait de monsieur Duretour. Mais regardez son nez, ses yeux. Les avez-vous comme ça, les yeux? Et le nez? Et les cheveux? Les avait-elle comme ça aussi? Elle? Je vous dis que tout le monde le sait. Tout le monde, excepté vous. C'est la risée de la ville, regardez-le! Elle passait devant la porte. Elle l'ouvrit et disparut. Jean, épouvanté, demeurait immobile, en face de son assiette à soupe. Au bout d'une heure, elle revint, tout doucement pour voir. Le petit, après avoir dévoré les gâteaux, le compotier de crème et celui des poires au sucre, mangeait maintenant le pot de confiture avec sa cuillère à potage. Le père était sorti. Céleste prit l'enfant, l'embrassa, et à pas muets, l'emporta dans sa chambre, puis le coucha. Et elle revint dans la salle à manger, défit la table, rangea tout, très inquiète. On n'entendit aucun bruit dans la maison, aucun. Elle alla coller son oreille à la porte de son maître. Il ne faisait aucun mouvement. Elle posa son œil au trou de la serrure. Il écrivait et semblait tranquille. Alors elle retourna s'asseoir dans sa cuisine pour être prête en toutes circonstances, car elle flairait bien quelque chose. Elle s'endormit sur une chaise et ne se réveilla qu'au jour. Elle fit le ménage, comme elle avait coutume chaque matin. Elle balaya, elle épousseta, et vers 8 heures, prépara le café de monsieur l'aumônier. Mais elle n'osait point le porter à son maître, ne sachant trop comment elle allait être reçue. Et elle attendit qu'il sonnât. Il ne sonna point. 9 heures, puis 10 heures passèrent. Céleste, effarée, prépara son plateau et se mit en route, le cœur battant. Devant la porte, elle s'arrêta, écouta. Rien ne remuait. Elle frappa. On ne répondit pas. Alors, rassemblant tout son courage, elle ouvrit, entra, puis poussant un cri terrible, laissa choir le déjeuner qu'elle tenait aux mains. Monsieur l'aumônier pendait, au milieu de sa chambre, accroché par le cou à l'anneau du plafond.
Il avait la langue tirée affreusement. La savate droite gisait, tombée à terre. La gauche était restée au pied. Une chaise renversée avait roulé jusqu'au lit. Céleste, éperdue, s'enfuit en hurlant. Tous les voisins accoururent. Le médecin constata que la mort remontait à minuit. Une lettre adressée à M. Duretour fut trouvée sur la table du suicidé. Elle ne comptait que cette ligne. Je vous laisse, et je vous confie le petit. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog lecture sur les contes du jour et de la nuit de Maupassant. On en a lu 7, parce que la semaine prochaine on va en lire 7 aussi. Ça va être les 6 derniers contes de ce recueil-là, plus un conte supplémentaire qui fait partie du recueil des éditions Connard, et je n'arrêterai pas de le dire parce que je trouve ça trop drôle. Donc Connard avec un seul N, s'il vous plaît. Donc on a lu là 7 contes, on arrive à 73% du recueil, et on a commencé par l'ivrogne, je crois bien. Ah oui, ce conte-là, il était... Enfin, je trouve vraiment que c'est pas... Je sais pas sous quel sous-genre du conte, en fait, comment dire, on peut classer ces contes. Parce que c'est peut-être juste le nom du recueil, mais bon, pour moi, c'est plus des nouvelles. Mais il y a un côté, je trouve, très social, très instantané social. Oui, les photos existaient à l'époque, je viens de réfléchir à ça. Mais il y a un côté très instantané, en fait, sur un peu